Ouh. Donc le design system. Donc le design system, c'est une des conférences que j'ai pu voir pendant la présentation de Codeur en scène. Donc c'était présenté par une fille qui venait de Paris, d'une boîte parisienne, et qui présentait qu'est-ce que c'était le design system et pourquoi c'est intéressant de le mettre en place dans sa boîte. Et à quelle occasion surtout. Donc qu'est-ce que c'est que le design system? Le design system, c'est une bibliothèque où vous rangez tous les composants, les visuels, les principes que vous voulez mettre en place pour votre entreprise, pour avoir une charte graphique et une charte d'ergonomie. Et tout ça, c'est du code vraiment réutilisable. Vous allez dire, voilà un bouton, vous allez dire, il est disponible dans 3 langages, et dès lors où on va vouloir développer un nouveau truc, bah, vous prenez juste le code et vous l'intégrez à votre solution. C'est vraiment du prêt à l'emploi. En amont, il y aura une équipe de designers, de personnes qui seront considérées comme designers, qui va mettre en place ce graphisme, et ensuite, ce sera réutilisable partout. En gros, ça, c'est dans les grandes lignes, c'est comme ça. Donc ça a de gros avantages, c'est que, enfin 2 gros avantages principaux, ouais, c'est bien, on coupera. Et donc ça permet de faciliter le travail d'équipe, parce qu'en gros, vous allez avoir vraiment une interaction entre la mise en place, le design et le code, jusqu'au test en fait, ça va vraiment fusionner tout le monde. Et donc ça permet de réduire la dette technique, parce qu'en gros, comme vous faites du code réutilisable, vous utilisez du code réutilisable, bah, il n'y a qu'un seul endroit où ça a besoin d'être corrigé, et ensuite, ça le réimpacte partout. Et ça réduit la dette design. Je l'ai dit dans l'autre sens. La dette design, en gros, c'est, imaginez que vous avez 3 sites, par exemple, comme tous les proxys qu'on a chez nous, donc qui ont été développés par 3 personnes différentes. Et bah, personne ne s'est concerté. Tout le monde a fait dans son coin son petit truc, et donc du coup, maintenant, on a 3 sites qui, OK, ont l'identité principale de Proxiad parce qu'ils ont un logo Proxiad, mais au final, eh ben, il y a rien qui est en commun. Donc en fait, si vous décidez un jour de mutualiser tout ça, en fait, il faudra mettre en place un design system. Et donc ça permet d'avoir une meilleure expérience utilisateur, parce qu'une personne qui va se déplacer d'un site à l'autre dans la journée, bah, s'il a une interface qu'il reconnaît, qu'il identifie comme étant celle de Proxiad, et ben, il va avoir des automatismes de navigation, des automatismes d'utilisation sur toutes les choses qui sont présentes dans le site. Il sait qu'un texte de telle couleur, c'est un lien. Bah, faut pas que sur l'autre site, ce soit juste un titre, que ce soit pas cliquable, par exemple. Parce qu'il pourrait y avoir ça, et en fait, ça sert à ça de mettre en place le design system, qu'il y ait une mutualisation des concepts. Quand on cherche design system sur Internet, on trouve souvent le mot bibliothèque, le mot guideline, les lignes directrices. En gros, ça va être une liste de choses qui sont bonnes à respecter. Le style guide, donc c'est la même chose mais pour le visuel. Et le visual language. En gros, ça c'est quand on cherche design system dans toutes les définitions, on va avoir ces mots qui vont revenir. Bah, design system, en fait, c'est tout ça. En fait, ça réunit ces 4 grands concepts-là. Et en gros, c'est la fusion entre votre charte graphique et votre charte ergonomique. Charte graphique, ça va être pour les couleurs et ainsi de suite. Charte ergonomique, ça va être, si je mets un titre, je mets tant d'espace en dessous, machin, histoire d'avoir quelque chose d'homogène. Comment? UX, ça veut dire interface utilisateur. Donc c'est l'ergonomie. Oui, les deux. Donc c'est une bibliothèque qui permet de référencer et de guider en fait du designer au développeur, quand on a envie de mettre en place une solution, une application, un client lourd, un site web ou ainsi de suite. En fait, les équipes design et techniques vont venir piocher dans cette bibliothèque les éléments dont ils ont besoin pour développer en fait à vitesse. En fait, au début, il va y avoir un temps de mise en place, et après, en fait, les développements vont être hyper rapides, parce qu'en fait, on n'aura plus besoin de recoder la roue à chaque fois, de penser à comment on designer, parce qu'en fait, on aura juste un mode d'emploi de comment construire un site, par exemple là pour Proxian. Et en gros, à chaque fois, on y retrouve. Il y a plusieurs systèmes plusieurs design systems différents. Et en fait, la plupart du temps, on y retrouve les composants, la typographie, les palettes de couleurs, l'iconographie,
Donc, pour avoir, par exemple, des icônes en commun parmi tous les trucs, parce que je sais que sur toutes les applis Proxiad, d'un côté, on va avoir Font-Awesome pour les icônes, de l'autre côté, on va avoir icône.io, de l'autre côté, on va avoir un autre truc, et en fait, du coup, on a tous les icônes qui sont différents parce qu'il n'y a pas, il y a pas la même bibliothèque d'icônes. Donc là, on définit quelle icône on utilise une fois pour toutes, et puis on les utilise partout. Les fontes aussi, c'est très important, parce qu'on utilise des fontes particulières, par exemple à Proxiad, et le mieux, c'est d'avoir les mêmes partout. Et tous les éléments réutilisables en fait de l'interface. Ces données-là seront donc ce cahier des charges en fait du design system sera le mieux, c'est qu'il soit disponible en ligne, consultable par tous. Comme ça, à chaque moment où on a un doute, on va chercher sur le site exactement le composant dont on a besoin et ainsi de suite. Et donc la chose qui est un peu longue, c'est qu'au début, il faut répertorier tous les composants qu'on utilise, toutes les pages qu'on a envie de créer, et réfléchir à l'identité de l'entreprise qu'on est en train de mettre en place, en fait. Et donc pour ça, il y a eu plusieurs outils qui ont été créés par des teams. Donc la plupart sont open source et utilisables gratuitement. Et donc là, je vais vous présenter les deux principaux. Donc Sketch, lui qui n'est pas open source, qui est payant, mais qui est remplaçable par le suivant que je vais vous présenter, qui s'appelle InVision. Donc Sketch, en gros, c'est un Photoshop-like, sauf que vous allez pouvoir, en plus de définir vos écrans, par exemple un écran de login, à quoi ça doit ressembler par défaut, un écran de machin, vous allez pouvoir dire, au moment où je clique sur l'écran de login, je suis renvoyé vers telle page, ainsi de suite, et faire en fait toutes les interactions que vous avez entre vos pages. L'avantage, c'est que c'est un outil collaboratif, donc du coup, tout le monde va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice pour dire, moi je préfère ça, je préfère faire comme ça, et ainsi de suite. Et en fait, c'est pour mettre en place votre design system, c'est vraiment au moment de la création de votre design system. Choisir les typographies, choisir les couleurs, et ainsi de suite. Et en fait, Sketch permet aussi de mettre, donc en plus de l'aspect visuel, permet de vous générer le code dans les 3 langages principaux qui sont utilisés aujourd'hui pour développer du front, à savoir l'Angular, le React et le Vue.js. Et il vous fait aussi de l'HTML pur si vraiment vous n'avez pas de front-end particulier. Donc en fait, il vous donne du copier-coller, vous choisissez ce que vous voulez faire, et il vous donne le composant qu'il faut intégrer dans votre site. InVision, c'est presque pareil, sauf que l'autre, c'était un client lourd. Lui, c'est du full web et c'est full gratuit. Et donc, ça permet de faire du maquettage interactif, un peu à la Adobe Experience Design. Non, XD. Et en gros, de dire, si je clique sur un bouton, je suis envoyé vers ce truc-là. Si je clique sur machin, je suis envoyé. Et en gros, de mettre en place, donc vous voyez sur les exemples, tous les éléments que vous avez besoin pour développer votre appli. Donc l'outil, il a été développé par des teams de designers, et en fait, c'est fait pour les designers. Et en fait, à la fin, une fois que le projet est terminé, ça vous donne en fait une doc qui est consultable en ligne. Et tout le monde, comme je vous disais, qui a besoin à un moment de se poser une question sur le design, va juste à se rendre sur le lien de la doc, et en fait, aura tout qui sera mis à jour en direct dès lors où un designer va rechanger une information, et ainsi de suite. Avec du versionning, avec du changelog pour savoir qu'est-ce qui a été changé entre telle et telle version, pour savoir où est-ce qu'on a des changements à faire et tout. C'est tout pour InVision. Donc il faut savoir que le design system, c'est pas un truc qu'on fait une fois pour toutes et c'est terminé. En gros, c'est itératif. Au début, on va faire une première chose, puis après, on va itérer dessus. Ça va jamais être linéaire, donc on va peut-être y travailler pendant quelques jours, et puis après, l'abandonner 6 mois, le temps de tasser ce qu'on a déjà mis en place, et ensuite retravailler dessus, et ainsi de suite. C'est vraiment pas linéaire. On n'a pas besoin d'intervenir constamment dessus, mais il ne faut pas non plus intervenir qu'une seule fois dessus. Et en fait, il y a plusieurs étapes pour le mettre en place. Et donc la première, c'est repérer la problématique, le besoin. Pourquoi on en aurait besoin, par exemple ici? Quand on voit tous les sites proxy, proxy, etc., qui existent chez nous et qu'il n'y a pas de mise en commun en fait entre tous, et on se dit il y a peut-être un truc à faire. Pas forcément de mettre une équipe entière dessus, mais il y a peut-être un truc à penser pour dire dès lors on a un nouvel outil, ce qui arrive très souvent tous les 3-4 mois, on a un nouveau proxy qui sort. Et faudra peut-être trouver un jour un truc pour histoire de ne pas réinventer la roue à chaque fois.
Donc du coup, on repère la problématique, on mène des audits pour dire bon bah avec telle personne, bah qu'est-ce que à ton avis on a besoin dans chacun des sites, donc quelles sont les couleurs qu'on va utiliser, quelles sont la typo et ainsi de suite. Euh, Ensuite, trouver une solution qui va pouvoir être à l'échelle de ce qu'on a besoin, parce que par exemple, on ne va pas définir une image de marque totale pour Proxette, sachant que là, nous, on en a besoin que pour des outils internes. Ça vaut pas le coup de faire toute une étude marketing dessus, ça sert à rien, tu vois. Donc là, on va vraiment dimensionner à notre échelle. Ensuite, il faut construire le design system, donc en utilisant les outils que j'ai cités juste avant. Et ensuite, faire vivre le design system. Ça, c'est l'étape la plus importante parce que en fait, c'est pas on développe une fois et on l'oublie, c'est on le développe une première fois, on le teste, on l'expérimente, et ensuite, on le corrige, on le continue. En gros, c'est vraiment pas une solution Kleenex. Retour. C'est vraiment pas une solution Kleenex. Euh, on compare souvent le design system à un produit plutôt qu'à un projet. En gros, c'est un produit qu'on va évoluer, qu'on va faire évoluer, qu'on va utiliser et qu'on va expérimenter comme nos autres produits. C'est pas un projet à côté, c'est vraiment un produit qui aide les produits à fonctionner. Retenez bien, c'est important pour les questions. Qu'est-ce que l'atomic design? Donc l'atomic design, c'est la mise en il y a Brad Frost, c'est le monsieur qui a créé l'atomic design. En gros, c'est une méthodologie pour mettre en place le design system. Et donc, on ne va pas construire nos pages. Donc pour le design system, ce qu'on disait, c'est on va définir chaque composant qu'on utilise tout le temps et on va créer des choses. Et ben lui, il a défini une nomenclature pour essayer de nommer toutes ces choses-là. Et on va pas définir une page statique, bah, telle page, le logging, ça doit ressembler à ça. On va d'abord chercher à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de notre page de logging, jusqu'à retourner à l'état d'atome, donc un élément solo, pour dire bah, si je crée un bouton, le bouton ça doit ressembler à ça. Comme ça, si un jour je change ce bouton, et bah, le bouton qui est utilisé partout dans l'appli, bah, il change partout. Pas besoin de repenser les boutons à chaque fois. Je vais vous montrer une vidéo, elle dure 1 minute. Elle a passé la question suivante. C'est mieux si je mets la souris au bon endroit. Voilà. En gros, ça vous explique pourquoi on a appelé ça Atomic Design, c'est que la métaphore à la chimie, elle est très parlante pour ça. C'est pas important ce que dit, c'est une citation de Brad Frost qui explique pourquoi. En gros, quand il aura avancé, voilà, on va partir des atomes, les composants les plus petits de notre application. Donc les boutons, les palettes de couleurs, les animations et ainsi de suite. Un text input, un bouton. Ensuite, on va créer des molécules. Donc les molécules, ça va être par exemple un bouton qui va se greffer à un text input pour faire un champ de recherche. Donc ça, c'est une molécule. C'est pas un élément solo, c'est vraiment deux éléments qui ont été fusionnés ensemble. Ensuite, on va créer des organismes. Imaginez un header qui va être utilisé partout dans notre appli. Et ben, on va accoler notre search input avec son bouton, avec des boutons de navigation, avec la marque de la boîte, et ainsi de suite. Et donc ça va être un organisme. Et ensuite, il y a les templates. Donc ça va être une page qui, par défaut, on va lui dire, bah, un template de la page par défaut, ça va être un header, des composants et un footer. Et ensuite, il y a les pages. Les pages, c'est on prend un template et on met du contenu dedans. Donc par exemple, à quoi ressemble la page de login, à quoi ressemble la page des CGU, et ainsi de suite. Voilà. Donc, quels sont les principaux avantages du design system? C'est bientôt fini, je vous le dis, hein, vous ennuyez pas. Donc, le principe, c'est d'avoir un design consistant. En gros, que l'ensemble de vos sites et de toutes vos plateformes, de vos clients lourds, soient cohérents. Merci, c'est le bon mot. Donc, qui dit un design consistant dit une meilleure expérience utilisateur, une meilleure UX. Des composants qui sont réutilisables et responsives, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un site qui fonctionne sur web. Aujourd'hui, c'est plus suffisant. Il faut avoir un site qui fonctionne sur tablette et mobile aussi. Et on sait bien que maintenant, il y a des mobiles de toutes les tailles, des tablettes de toutes les tailles et des écrans d'ordinateur de toutes les tailles. Donc, il faut penser à tout. Favoriser la communication entre les équipes de design et technique, parce que du coup, en fait, il y a vraiment un vrai échange. Il n'y a plus de barrière entre les deux. Donc, moins de silos.
En gros, il n'y aura plus l'équipe technique qui travaille sur un doc, l'équipe l'équipe design qui travaille sur le doc de conception et l'autre, et puis ils se parlent que par document interposé. Non, là, il y a vraiment une recherche ensemble de comment trouver une bonne solution. Et ensuite, une production donc beaucoup, elle est très favorisée, très rapide. Donc du coup, une fois que le design system est mis en place, on a un engouement et en fait une vitesse de production et de réalisation qui est bien plus élevée que si on réinvente la roue à chaque fois. Et donc c'est très facile à tester du coup parce que dès lors où on va avoir un élément qui va changer, il sera répertorié partout. Et l'élément le plus important, si ce n'est sa raison d'être, la raison d'être du design system, c'est la scalabilité. Vous allez me dire, la scala quoi? C'est quoi la scalabilité? La scalabilité, en gros, c'est la capacité d'un outil à grandir et évoluer en même temps que l'utilisation d'un site ou la notoriété d'une app évolue. Donc, si on a en fait, c'est sa capacité et à développer une nouvelle version plus rapide, moins coûteuse, tout en gardant la même qualité. Avant, quand on designait sans design system, en fait, on avait une équipe qui travaillait sur la version mobile, une équipe qui travaillait sur le machin, et puis ils ajoutent du code, ils créent des nouveaux éléments. La télé s'est éteinte? La télécommande est derrière moi. Là, c'est bon? Voilà. Et donc je disais, donc on ajoute du code, on crée des nouveaux éléments, on les communique pas forcément aux autres équipes, et du coup on a des gaps. Ne serait-ce que par exemple sur une card, donc qui est un élément qu'on utilise souvent maintenant pour délimiter du contenu. La card, sur un des sites, elle a des coins pointus, sur l'autre, elle a des coins arrondis. Et ça change tout. En gros, on va pas un utilisateur qui revient souvent sur le site, il va pas faire la même interaction avec les deux, alors que si on avait une UX commune, il va savoir que ça a le même comportement, que c'est en surélévation, que c'est un élément scrollable ou autre chose. Donc chacun travaillait de son côté avec ses propres composants graphiques, et du coup il y avait des incompréhensions entre les équipes, notamment entre les équipes design et les équipes techniques. Du coup, on en vient à la dette design qu'on a cumulée et une dette technique qui s'en suivait du coup. Et donc pourquoi on dit que le design system est scalable? C'est que du coup, comme on crée des composants qui sont interdépendants les uns des autres, par exemple, on avait notre molécule qui est composée d'atomes, si on change l'atome, la molécule va changer aussi. Du coup, dès lors où on va faire évoluer le projet, tout sera répertorié partout et en fait, il y aura une évolution. Et donc quand on crée un design system, le mieux aussi, c'est d'utiliser après comment ça s'appelle? Et des modules sur, par exemple, le Nexus, un package qu'on crée sur le côté, dans chacun des langages. Et en fait, si un jour on fait évoluer le design system dans sa version, écrite, on fait évoluer le package de ce côté-là. Et en fait, c'est répercuté automatiquement sur tous les projets qui utilisent cette dépendance. Donc ça permet de designer plus facilement et plus rapidement, tout en laissant une part de créativité au designer, parce que quand on se dit, non, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Oui, mais la réflexion, elle sera faite en amont et en fait, du coup, c'est à ce moment-là qu'on pourra penser vraiment tous ensemble à comment on veut rendre en fait l'image de la marque. Non. Tac. Super, je suis remonté. Et donc ce gain de temps, il permet de se focaliser sur l'UX, qui est un truc qui est vraiment un concept important aujourd'hui, parce qu'on on fait pas forcément attention quand on a le nez dedans, mais une fois qu'on utilise le site, on se rend compte, ah tiens, j'aurais pas dû faire comme ça. C'est pas très ergonomique. Quand on design surtout des versions mobiles, on se rend compte que maintenant, la thumb zone, c'est la zone du pouce, on met plus des menus tout en haut de l'écran, parce que les écrans de téléphone sont tellement grands que du coup, faut prendre son téléphone, monter son pouce pour l'attraper. C'est pour ça que maintenant, on met les menus vers le bas avec des bottom bars, en fait. Et ainsi de suite. Il y a toute une évolution de l'UX qui, en fait, se répercute sur toute l'évolution de l'utilisation que les utilisateurs en font. Bien sûr, il n'y a pas que des avantages. Il y a des limites. Oh, comme vous direz. C'est que c'est un coût à mettre en place.
C'est souvent très dur à vendre en termes pour l'entreprise, en fait, de dire on met en place un design system, mais c'est pas impossible. Si on met une petite équipe qui travaille dessus, ça marche. Après, il faut savoir le dimensionner à la taille de la boîte, parce qu'on ne va pas dire, comme je disais tout à l'heure, faire un truc qui est immense avec domaine marketing et tout ça, si on n'en a pas besoin. Ça sert à rien de faire toute cette part. Mais sinon, arrête. Sinon, c'est pas une chose où il faut. Change de diapo. C'est pas, il y a pas vraiment beaucoup de limites. C'est vraiment, on se dit, si on le met en place, faut le faire bien. Si on le fait pas bien, ça va se ressentir. Et le design system, ça a vraiment un impact positif au final. Faut pas se dire, oui, mais c'est que du visuel. Aujourd'hui, vous vous en rendez compte, c'est qu'on a plein d'applis où, quand on va dessus, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui vont pas. Vous vous dites: «Ah bah, faudrait peut-être changer ça, faudrait peut-être changer ça». En fait, c'est en prenant part à la conception du design system qu'on peut, mettre en place de nouvelles choses et des nouvelles interactions avec nos applis. La conclusion, c'est que, je vous l'ai déjà dit tout au long, mais en gros, c'est un document qui sera commun à tous, qu'on met en place tous ensemble, de sorte à ce que, dès lors où il y a un changement, tout soit scalable, en fait, que l'application soit scalable, toutes nos applications évoluent en même temps. Donc ça permet de développer des choses rapidement, mais aujourd'hui, ça reste quand même un concept qui est difficile à vendre. Notamment, par exemple, on pourrait vendre ça aussi aux clients, hein. Quand on est sur un nouveau projet, on peut leur dire, bah, on développe votre design system pour votre appli et pour votre site web en commun, et comme ça, vous aurez une base. Mais après, c'est difficile à vendre parce que en fait, le retour sur investissement, il n'est pas visible tout de suite. Il est visible a posteriori, une fois que quand on a besoin de faire une évolution, elle est rapide. On a le deuxième aussi point négatif, c'est que la conception doit être vraiment réfléchie avec une team donc, qui va vraiment travailler dessus. Parce que c'est difficile d'atterrir sur des résultats satisfaisants en termes d'UI et d'UX, donc d'interface utilisateur et d'interface graphique. Le design system, c'est pas une mode qu'il faut à tout prix suivre. Il faut vraiment se poser la question si on en a besoin, si on n'en a pas besoin. Mais en cas de retour positif, ça vaut vraiment le coup d'être mis en place. Vous avez des questions? Non. C'est l'heure du quiz. On fera les questions après. Tac. C'est celui-là. T'as dit quoi? C'est méchant. 3, 8, 6, 3, 7, 9. C'est une qualité. 15, 16. On est revenu au nombre de tout à l'heure, c'est pas mal. Qui a réussi à se reconnecter et qui n'était pas connecté tout à l'heure? Tout le monde est prêt? C'est bon, je peux lancer? Carrément. Tut, tut, tut. Ah, pas d'erreur sur la première question encore. Ah si, une erreur. Ah, il y a des questions à choix multiples, en fait. Attention, c'est écrit normalement en bas, genre, cette question est une question à choix. C'est donc pour ça. Il y en avait aussi dans le quiz d'avant. Hein. Non, il n'y en avait pas. Non, il n'y en avait pas. Personne. Ah, il y a encore une possibilité de perfect.
Ah non, c'est fini, il n'y aura plus de perfect. Donc à la fin, vous avez des questions ouvertes. Elles sont pas notées, hein, bien sûr, ça vous donne pas de points. Vous répondez comme vous le souhaitez, c'est histoire d'avoir des stats un peu sur ce que vous avez ressenti pour la presse et ainsi de suite. Coupure réseau? T'as perdu le réseau? Ah merde! Lequel? Attention, qui va finir dernier? C'est qui le dernier là? Je vois pas. Tom. T'as pas répondu à la dernière question? Ah, c'est bon. C'est officiel, tu es dernier. Oui, c'est plus de temps. Plus de- Ah, c'est la mauvaise foi. Est-ce que vous avez des questions? C'est laquelle question? Je pense que tu t'es gouré dans une question. Ouais, on a tous faux sur Sur la même? Je pense que c'est sur les technos, non? Ouais, sur la techno, il précise Sur la techno, que c'est Ah. une application lourde. Et, C'est parce que c'était un détail sur une photo que vous n'avez pas vue. Photoshop était inclus. Ça fait partie des outils qu'on peut utiliser. Je l'ai dit en plus, j'ai dit, ça s'utilise à la manière de Photoshop. Oh. Ouais, mais à la manière d'un Photoshop. Oui. Ça veut dire que c'est un Photoshop. Photoshop Lighter. Donc on n'a pas traduit. C'est un menteur. J'entends des rageux. Tout le monde a eu faux à celle-ci? C'est dommage. Est-ce que vous avez des questions? Non, on ne jette pas de tomates. Qui n'a pas validé la fin? Ah oui, d'accord, c'est pour ça que je peux pas valider. End. Je t'écoute. J'avais une question sur. Vous parliez du fait que le site, le design, était transformé en JS. Ouais. Est-ce que ça peut devenir une dépendance JS à la NPM install? Oui, c'est ce que je disais à un moment. Par exemple, on pourrait mettre en place sur un Nexus voilà, un package qu'on réutilise selon le langage. Est-ce que je suis revenu sur la page d'accueil? Non, pas du tout. En gros, ça peut s'utiliser vraiment comme une dépendance externe qu'on va juste injecter dans notre code à l'endroit où on en a besoin. Après, ça peut aussi être juste, on pioche ce qu'on a besoin plutôt que de tout charger. On enregistre des composants qui correspondent à chacun des objets qu'on veut utiliser et ainsi de suite, quoi. Et on fait juste du copier-coller de code en fait. Ouais, ouais, de tous les composants. Et après, par défaut, Sketch peut nous faire du coup du Angular, du Vue, et du React et du HTML. Et en gros, il y a un système qui s'appelle Storybook. Et en gros, c'est une bibliothèque online de composants où on va vraiment avoir un composant, vraiment un bouton par exemple. Vous allez pouvoir directement, dans un mini formulaire, choisir s'il est désactivé, activé, machin. Et après, vous allez juste dire génère-moi le code. Et en fait, ça vous donne le code à copier-coller dans votre appli. Donc ça, le Storybook, par exemple, IBM l'utilise et a fait son propre design pattern qui s'appelle le Carbon Design. Et en gros, c'est un truc qu'on peut utiliser. Et il y a vraiment le Storybook qui existe, qui est disponible en ligne, qu'on peut utiliser pour coder avec le même design system qu'eux. D'autres questions? Oui. Ça se passe sur des frameworks comme Bootstrap et compagnie. Alors Bootstrap, c'est une autre sorte de design system au final, puisque c'est de la définition de composants, de à quoi ressemblent les inputs, à quoi ressemblent les boutons. Donc non, c'est plus à côté. Bootstrap, c'est vraiment du CSS, oui, du CSS. Là, c'est vraiment c'est toi qui recodes ton propre Bootstrap. Tu recrées ton propre Bootstrap. À quoi ça doit ressembler en fait. Ça se fait pas en plus de Bootstrap, c'est vraiment à la place. Autre chose? Ben merci. Je sais pas si t'as vu, mais sur les nouveaux moteurs de jeu, ils font des trucs comme ça.